Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Noir de Goupil pour une nouvelle vidéo, de test d'optique. Alors j'y allais un petit peu à reculons parce que je savais pas forcément sur quoi me focaliser. Bien évidemment, je ferai un test, comme pour la plupart des personnes, avec des descriptions optiques sur, bah voilà, c'est de la distorsion, tout ce qu'il va y avoir d'intéressant, le piqué, un peu tout ça. Mais voilà, ce qui me poussait pas forcément à faire des tests d'optique, c'est qu'un appareil photo, vous avez des spécifications, vous partez avec, et voilà, c'est bon, vous adhérez ou pas, c'est vous qui choisissez. Tandis que les optiques, c'est un petit peu plus compliqué, on va pas forcément chercher celle qui performe le mieux dans tous les domaines. Il y a certaines personnes qui vont vouloir, par exemple, avoir certains défauts optiques, et ça dépend aussi de la photo et de la vidéo. Donc je vais essayer de concilier tout ça, et de prendre les défauts optiques, et d'essayer d'en parler de manière le plus analytique possible et d'essayer de voir l'intérêt que ça peut avoir dans certaines conditions, ce qui va pas forcément être simple, parce que moi je crois pas à certaines, vision poétique de la photo et de la vidéo, à savoir ce qu'on peut appeler le 3D pop, qui est pour moi une notion qui ne devrait pas exister, parce que déjà on ne fait pas des images en 3D avec un appareil photo. Avoir une faible profondeur de champ ne fait pas une image 3D, parce que déjà vos yeux n'ont pas la profondeur de champ d'une optique qui ouvre à 1.8, donc déjà c'est un problème, et nous on voit en 3D. Donc voilà, comment concilier les deux, et voilà, le fait de dire que plus une image est cliniquement nette, moins elle a de profondeur, pour moi c'est pas du tout le cas. C'est surtout que il y a tout un côté intéressant, psychologique, dans le fait de faire des belles photos lorsqu'on pense avoir le meilleur matériel pour nous. Donc voilà. Si vous vous mettez dans certaines situations, vous dites, voilà, regardez, cette photo, elle est pas très bonne, c'est souvent que vous l'avez voulu sans le vouloir. Mais voilà, je vais pas parler de ça ici. Je vais essayer justement d'un peu concilier un petit peu les deux et voir quel intérêt peut avoir une optique. Et c'est très intéressant de commencer par cette optique pour ça, parce qu'elle a une caractéristique, ce qu'on appelle un sweet spot, que je trouve assez intéressant et dont je vais parler dans ce test. Et donc ce test, ce sera bien évidemment le test du 55 mm f1.8 Sony Zeiss, et c'est important de le signaler, Sony et Zeiss Sonnar T-Star. Donc Sonnar parce que c'est hérité de la formule optique de 1929, qui est bien évidemment une formule optique Zeiss, mais pas complètement non plus, parce qu'on a cet élément concave devant qu'on retrouve maintenant sur le 50 mm f1.2, le 50 mm f2.5, le 40 mm f2.5. Je crois que j'en ai pas oublié de ce côté-là. Et donc voilà, c'est un partenariat Zeiss-Sony, c'est important de le signaler, ce n'est pas... cette optique ne fait pas partie de la gamme Batis par exemple, qui elle va avoir ses propres moteurs, sa propre fabrication, qui n'est pas issue de Sony. C'est des optiques tierces. Ça, c'est pas une optique tierce, c'est une optique entièrement Sony, avec certains patentes de chez Zeiss, qui par exemple permet d'avoir le coating, donc voilà, le revêtement optique sur les éléments optiques de chez Zeiss, qui est notamment présent aussi sur les optiques des viseurs des Sony A7, A9, A1. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais ça reste une optique Zeiss, Sony, pardon. Voilà, même moi je m'enlève les pinceaux, ça reste une optique Sony, avec les avantages et les défauts Sony, à savoir que cette optique est construite dans une usine qui n'est pas forcément une usine allemande du coup, mais cette optique jouit d'une très bonne construction, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres optiques Sony Zeiss. Donc faites attention, par exemple au 35 mm 1.4 qui n'est pas recommandé d'acheter, parce que vous pouvez à la fois avoir une très bonne copie, mais à côté avoir une très mauvaise copie de ces distinguons, parce qu'il y a un mauvais contrôle qualité. C'est pas le cas sur le 55 mm 1.8, mais je devais revenir là-dessus, ça reste une optique vraiment Sony, faite par Sony. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que même si l'optique date de 2013, vous l'avez entendu, ça date du premier A7, donc c'est techniquement l'optique la plus vieille à être vendue pour plein format en hybride. Voilà, tout simplement. Donc ça apporte quelques défauts qu'on verra un petit peu plus tard, mais voilà, elle a traversé les époques et elle reste quand même très bien aujourd'hui. Une chose par contre qui n'est pas très bien, c'est son prix qui va vraiment être très cher, de 849 €, donc il faut vraiment avoir envie de l'optique pour l'acheter, donc c'est pour ça que ce test est là. Et donc on va passer tout de suite aux caractéristiques techniques.
Cette optique, elle a été conçue spécifiquement pour la monture Sony, et pas n'importe quelle monture Sony E, c'est la monture plein format, parce elle existait déjà avant en APS-C, donc voilà, c'est la monture qu'on appelle FE, comme c'est bien indiqué ici, hein, donc c'est bien monture E, mais si vous ne le savez pas, c'est les optiques dites FE qui sont plein format, si vous ne voulez pas vous tromper. Donc on a une distance focale qui est de 55 mm en plein format, et lorsque vous passez en mode APS-C, par exemple en vidéo, vous avez un 82,5, ce qui est assez intéressant, puisque ça la rapproche beaucoup plus du 85 mm, alors qu'une optique 50 mm standard, ce serait 75 mm, vous multipliez ça par 1,5, donc vous ajoutez en gros la moitié de la focale pour avoir votre focale en APS-C. On a une optique qui ouvre de f1.8 à f22, donc quelque chose de plutôt standard et qui est adapté à ce moteur spécifique d'ouverture, hein, parce que souvent on a un nombre égal d'ouvertures, à savoir que par exemple sur une optique 1.4 on ira jusqu'à f16 et ici on va jusqu'à f22. Puis voilà, donc on a un diaphragme qui est à 9 lamelles, ce qui est assez standard pour une optique ouverte comme celle-ci. Le mieux, ce serait d'avoir une optique qui a le plus de lamelles possible, hein, avec une grande ouverture. À savoir que, optiquement, c'est assez simple de se figurer ça. C'est que si vous avez une optique à 2.8 qui a un diaphragme à 9 lamelles, c'est parfaitement bon, mais c'est mieux, par exemple, si vous avez le même genre d'optique, mais qui ouvre un 8, d'avoir plus de lamelles, puisque lorsqu'on a un 8, on a le diaphragme complètement ouvert, mais lorsqu'on a un 2.8, on aura le diaphragme plus fermé, et donc les billes de bokeh vont forcément en pâtir, donc tout ce qui est lumière, et donc vous verrez peut-être la forme du diaphragme, mais après ça dépend aussi des formules optiques, donc je vais vous montrer ce que ça donne ici sur le 55 mm, si vous trouvez ça intéressant, et puis voilà, vous pourrez aussi voir ce que donne aussi l'intérieur de la bille de bokeh sur ce 55 mm f1.8. Donc en termes de formule optique, ça ressemble beaucoup à un 50 mm, sauf qu'il va y avoir un élément en plus. Donc voilà, on devrait avoir une qualité supérieure optiquement à des 50 mm 1.8. La distance minimale par contre, c'est pas vraiment terrible, on est à 0,5 m. Je dis pas terrible parce que c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Après, voilà, j'ai un biais un petit peu de ce côté-là, parce que moi j'adore les 55 mm 1.8, parce que j'ai commencé le plein format en argentique avec la version manuelle de cette optique. D'ailleurs, c'est assez dommage, je ne pourrais plus jamais l'utiliser en autofocus, et c'est pour ça que je suis parti de chez Nikon. Hein. Si Nikon vous avez fait un adaptateur autofocus, eh ben, ça aurait été très très bien. Mais celle-là, elle a la macro 0,5. C'est pas vraiment de la macro pour certaines personnes, tandis que cette optique, le 55 mm f1.8, n'a que 0,14 de grossissement. Donc voilà, si vous voulez faire vraiment des choses très très proches, c'est pas l'optique qu'il vous faudra. On a un diamètre de filtre de 49 mm parce qu'on a des éléments qui sont plutôt petits pour un 55 mm f1.8. Donc voilà, c'est comment dû au cône que la formule optique projette, donc on a vraiment une optique 55 1.8, sauf que ça va inclure des problèmes optiques qu'on verra par la suite, et la taille de l'optique ne va pas arranger ça. Enfin, bien évidemment, la taille de l'élément est aussi en rapport avec la taille de l'optique, donc vous aurez une optique qui fait 70,5 sur 64,4 mm, et l'avantage de cette optique pour beaucoup de gens, c'est qu'elle est petite, donc l'appareil photo rentre dans beaucoup de choses, et elle fait que 281 grammes, donc ça fait moins d'1 kilo pour l'appareil photo, plus l'optique, ce qui peut être assez intéressant. Après, je rajouterais que bon, la construction est assez minimaliste, ça fait optique vraiment classe, et j'adore la façon dont l'écriture est mise à l'intérieur, j'adore l'élément concave. Ça, c'est très très cool. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de bouton dessus, donc ça participe au côté un petit peu élégant, mais un switch AFMF aurait été un petit peu intéressant là-dessus, surtout qu'on n'en a pas sur les boîtiers Sony, donc si on utilise des optiques G par exemple, moi j'adore le 20 mm 1.8G, et ben revenir là-dessus, c'est ah oui mince, il faut que j'aille dans les menus, enfin dans mon menu Q parce que je l'ai mis là-dedans pour passer en manuel, et c'est pas forcément top. Et donc pourquoi j'utilise le manuel? Parce que par exemple pour faire de l'hyperlapse, pour pas avoir l'autofocus qui fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est mon problème. Le problème aussi, c'est que j'ai un problème de longévité de l'optique, hein, pas qu'elle n'est pas solide, mais c'est de l'aluminium peint, et donc chaque
fois que vous le toucherez avec un truc dur, comme un autre morceau d'aluminium, du métal ou quoi que ce soit, vous allez marquer soit la peinture, soit l'enlever. Et la bague de mise au point, moi je l'ai juste touché avec un L-bracket et ça l'a abîmé. Donc c'est pas l'aluminium de meilleure qualité. En même temps, l'optique coûterait beaucoup plus cher si c'était un aluminium de meilleure qualité. Donc, mais faites bien attention à ça. Et vous qui désirez que des optiques qui sont en métal, c'est pas forcément la bonne solution. Moi je trouve que les optiques en polycarbonate, déjà elles sont plus solides en général. Parce que c'est du polymère, hein, donc du plastique amélioré, et je vous le rappelle, hein, c'est souvent de cette catégorie militaire, ces trucs-là, donc ça rigole pas non plus, c'est mieux que de l'aluminium hein, au final, ou aussi bon, suivant les aluminiums. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et l'avantage du polycarbonate, c'est que ça ne marque pas. Mon 20 mm G, il était dans des situations bien pires que le 55, puisque du coup, je fais bien attention au 55. Il n'a pas une seule marque, alors que lui, il en a. Donc voilà, juste pour la construction, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément soigneux et qui aime bien avoir du matériel qui marche très très bien dans des conditions un petit peu plus extrêmes que la moyenne, faites attention, soit protégez l'optique ou faites quelque chose, ou l'achetez pas, voilà. Mais voilà, on va passer du coup à la suite. Donc je vais vous mettre quand même les chartes MTF ici. Donc elles sont intéressantes quand même, hein, parce qu'elles sont plutôt, de ce que j'ai vu, elles sont plutôt bonnes par rapport à ce que donne l'optique. Hein. Sony n'exagère pas dans ses MTF. Donc on a à pleine ouverture et à f8, et tous les éléments que j'ai marqués, c'est ce qui est marqué sur le site, parce que sur la photo, il n'y a pas la référence. Il n'y a pas le paragraphe avec ce à quoi les nombres font référence. Le seul petit problème que j'ai vu là-dedans, c'est que comme on a la MTF à 1.8 et à f8, eh ben, on n'a pas l'évolution entre les deux, à savoir à quel moment on a, les MTF qui sont le plus optimal. Après, peut-être que pour eux, c'est f8, mais je trouve que la qualité optique est bien meilleure déjà des f2, voire f2.8. Et on verra ça juste après. Hein. Pas que l'optique soit mauvaise à f1.8, mais on va voir qu'il y a un petit sweet spot sur l'optique. Et elle regroupe des caractéristiques que certains bords vont aimer. Et moi, c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette optique, mais on va voir ça juste après. Avant de commencer, il y a juste une petite distinction à faire entre photo et vidéo. Le piqué sera beaucoup plus important lorsqu'on fait de la photo, c'est pour ça que les optiques photo sont si piquées. Et des fois, il y en a qui exagèrent, je trouve, en disant que le piqué est trop important en vidéo, voilà, blablabla. Pour moi, c'est une façon de régler son LUT, parce que moi, j'arrive à avoir des résultats qui sont totalement convaincants et beaucoup plus naturels, et avec pas autant de piqué que ce que j'ai en photo en vidéo, tout en ayant la capacité d'avoir le même piqué que ce que j'avais en photo au final. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que lorsqu'on est en photo, on a forcément la définition maximale de son appareil photo, alors que par exemple là, au max en vidéo, on aura 3840 pixels de largeur, ou de longueur, enfin moi longueur, je dis souvent le côté le plus long, donc je dirais longueur, contre les 7000 pixels, et même certes c'est oversamplé, mais l'appareil photo ne fait pas du 7K natif, et quand bien même, on aurait quand même un résultat un petit peu différent, parce qu'on est sur du 300 dpi, on est sur du RAW 14 bits, donc les défauts se verront beaucoup plus en photo, donc c'est pour ça que je vais vous montrer ça sur Lightroom. Ça peut arriver du coup en vidéo, mais ce sera beaucoup moins important, et si vous réglez les corrections optiques dans votre appareil photo, et si c'est convaincant, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc du coup, ce qu'on peut voir sur l'optique, c'est que j'appelais cette chose le sweet spot de l'optique. Donc étant une optique héritée d'une époque où on n'avait pas un standard optique aussi élevé qu'aujourd'hui, il y a des défauts optiques qui seront rédhibitoires à certains d'entre vous. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a une espèce de sweet spot à cette optique. Et contrairement à beaucoup d'optiques, donc on dit que le piqué s'améliore avec les ouvertures, ce qui est le cas ici, même si à 1.8 c'est déjà assez bon, c'est pas parfait non plus, mais l'optique marche déjà bien à 1.8.
Et lorsqu'on est à F4, c'est vraiment très très bon, enfin 2.8 c'est déjà bon, F4 c'est vraiment parfait, et donc à F8 c'est cool de ce côté-là, c'est ce que je considère quand même être l'ouverture de base qui est la plus intéressante, puisque suivant vos capteurs après, aller vers F11, F16, F22, c'est un petit peu compliqué lorsqu'on est sur des optiques de ce type-là, hein. Et donc, ce qu'on voit du coup, bah, c'est carrément ça ici, mais ce que vous pouvez aussi observer lorsque vous voyez l'image, c'est que les aberrations chromatiques s'améliorent beaucoup avec la fermeture, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, on n'a pas certains problèmes de... Enfin, ce qui va être intéressant avec l'optique, c'est que virtuellement, moi, j'ai pas vu de flair ou de réflexion au moins optique dans les photos. Il y a un certain flair, il peut y avoir des... Je sais pas comment vraiment appeler ça, c'est du flair, mais genre, comment? On va avoir une espèce de légère baisse de contraste à certains endroits de l'image, mais vraiment assez spécifique, mais très très douce. Donc il donne un look à l'image vraiment plutôt agréable. C'est vraiment pas genre on a tout qui devient gris, avec des blancs super blancs et des trucs super laiteux. Et du coup, comme on n'a pas de réflexion, on n'a pas ces images où on voit, par exemple sur mon 24 mm de 8, c'était ça, où on voit vraiment les lamelles de diaphragme dans l'image. Là, c'est pas le cas du tout. L'optique se comporte vraiment très très bien, mais ce qu'il faut savoir du coup, c'est quand même on a beaucoup d'aberrations chromatiques à f1.8. Ça se corrige très facilement parce que on est sur du vert et du violet, donc les aberrations chromatiques les plus faciles à corriger. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'onglet manuel des aberrations chromatiques et mettre sur 5 et 5 et ça enlève toutes les aberrations chromatiques. Le vert est un petit peu plus compliqué à enlever, mais comme c'est un côté un peu plus naturel, de loin ça se verra pas forcément. Et donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Mais il y a un autre type d'aberration chromatique, d'ailleurs si dans les commentaires vous savez quel nom elle a, et ben c'est justement cet aspect un petit peu flair, mais sans être vraiment du flair, où le blanc va un petit peu prendre plus de place et aller sur des zones plus sombres de l'image et faire une transition qui va pas être nette et qui va pas être vraiment réaliste, un aspect un petit peu, on va dire, poétique, on va dire ça, mais qui est vraiment plutôt bien contrôlé ici, et ça donne pas un mauvais look à l'image, par contre ça donne un mauvais look au bokeh, et ça c'est un petit peu dommage. À f1.8, le bokeh est pas vraiment toujours très très beau. Encore une fois, j'ai testé dans plusieurs situations, et il faut s'en rendre compte, ça dépend des situations, ça dépend des conditions de prise de vue, ça dépend de où sont vos hautes lumières. Typiquement si vous êtes en intérieur avec du noir et des hautes lumières, oui là ça peut vous le faire de manière très très violente, mais si vous êtes dans une zone un peu mieux éclairée, même si vous êtes en contre-jour, ça vous arrivera pas forcément. Donc il faut un petit peu relativiser le phénomène, et donc voilà, je vous montre ça en même temps sur les images, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce caractère se perd totalement lorsqu'on ferme l'optique, ce qui est rarement le cas hein, sur des optiques, et donc du coup on peut avoir comme on veut ce caractère ou non sur l'optique, ce qui est pour moi quelque chose d'intéressant. Le jour où on va faire quelque chose d'un peu moins clinique, on peut passer sur des ouvertures beaucoup plus élevées sur l'optique, et sinon eh ben, on reste sur des trucs un petit peu plus modérés. Alors certes on vous a appris qu'il fallait acheter une optique 1.8 pour ouvrir un 8, c'est pas du tout le cas, hein. D'ailleurs la plupart des films ne sont pas tournés avec l'ouverture maximale, c'est vraiment pour avoir une certaine emphase sur votre sujet qu'on va essayer de le détacher, mais comment filmer quelqu'un à 8 pour avoir quelque chose de vraiment net et qu'on ait une image intéressante, et ben au final c'est plus des focales qui seront ouvertes à 2.8 ou des choses dans le genre. Mais voilà, un F1.8, on a des choses vraiment très très intéressantes, et si vous voulez détacher votre sujet, ce sera pas mal de ce côté-là. Après, c'est à vous de savoir si pour le prix de l'optique, vous êtes prêt à avoir ces défauts-là, ou s'il vous faut absolument ces défauts-là. Je vais un peu reparler du piqué en même temps que je parle de la distorsion. Donc en fait, lorsqu'on parle de distorsion, ce qu'il faut détacher, c'est bien évidemment la distance du sujet avec vous. Plus le sujet sera éloigné, plus objectivement la distorsion sera faible, surtout sur une optique de cette focale-là. Il y en a quand même un petit peu, et elle est, en coussinet, mais plus en coussinet moustache. Donc on va avoir une forme un petit peu comme ça, et sur les côtés, ça va revenir un petit peu. Et elle est beaucoup plus forte lorsqu'on est à la distance minimale, et elle diminue avec, comment dire ça,
la distance du sujet. Donc si vous voulez quelque chose de parfait, vous vous mettez à distance standard. Si vous voulez prendre des gens en plan poitrine, ça marche plutôt bien de ce côté-là. Mais sinon, de près, vous aurez une légère distorsion, mais c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose qui va vraiment se voir dans l'image. C'est lorsque j'ai pris vraiment des lignes droites que j'ai vu ça arriver dans l'image. Et du coup, lorsque vous voyez le piqué est bon déjà lorsque vous êtes très très proche. J'ai préféré me mettre à f2.8 pour le test, puisque c'est des situations beaucoup plus cohérentes, je pense. Mais du coup, vous voyez que le piqué n'est pas affecté par la distance, ce qui est vraiment très très bien. Et c'est ce qui doit expliquer aussi que comment la formule optique ne va pas trop près, parce que je pense que les défauts optiques auraient été vachement augmentés de ce côté-là. Et on peut noter aussi, du coup, pour le coup, que ça réduit aussi le focus bruising qui est là, mais pas très importante sur l'optique, parce que voilà, les 50 cm limitent un petit peu l'effet que ça peut avoir. Pour moi, plus les optiques vont très très proches, plus on va avoir du focus bruising qui va être présent sur la plupart des optiques si elles ne sont pas travaillées spécifiquement pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'optiques qui n'ont pas beaucoup de focus bruising, qui vont pas avoir forcément une distance très très proche du sujet, mais de ce côté-là, c'est plutôt bien contrôlé sur cette optique. Après, ce qu'on peut dire, c'est que dû à sa taille, et c'est ça que je voulais dire, le vignettage est vraiment super important, dans le sens où vous pouvez il se corrige plutôt bien, mais vous le voyez toujours. Et donc faites attention si vous avez quelque chose, un capteur très défini, que vous voulez par exemple faire des photos d'étoiles avec, si vous voulez, comment dire ça, corriger l'optique, eh ben, ça se trouve, vous aurez beaucoup trop de bruit pour que ce soit correct avec l'image. Donc, c'est peut-être pas l'optique faite pour de l'astrophotographie, si vous aimez faire de l'astro, au 50 mm. Et quand je dis que l'optique a beaucoup de vignettage, eh ben, c'est que on le voit tout le temps. Voilà, il y a toutes les ouvertures, il y a du vignettage. Vous pouvez voir les exemples ici. Ça se voit tout le temps et ça se voit dans n'importe quelle situation. J'ai fait exprès de prendre un ciel blanc pour ça, mais j'avais pas besoin puisque j'ai vu que dans toutes les autres images, on voyait clairement ce vignettage. Donc voilà, la plupart du temps, ça vous permettra d'avoir plus d'emphase sur votre sujet. Sauf que si vous aimez des images très réalistes et vraiment parfaites pour des images juste descriptives, c'est peut-être pas l'optique qu'il faudra pour vous au final. Mais bon, après, pour relativiser ça, c'est encore une chose où aujourd'hui les optiques d'hybride sont faites pour être compactes et avoir des formules optiques optimisées pour ces capteurs qui sont beaucoup plus proches de la monture. Et donc voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut vraiment avoir des très très grosses optiques pour avoir aucun problème de ce côté-là. Et du coup, je vous en ai peut-être pas parlé pour le bokeh, on peut voir ou pas si ça crée des œils de chat d'avoir une frontale qui est aussi petite que ça. Après, pour ce qui est des qualités vraiment optiques en elles-mêmes, l'image a une très très bonne couleur, des très très bons contrastes, il n'y a aucun problème là-dessus, et c'est ça qui va être assez intéressant au final, hein, c'est qu'on a une optique qui, ne rougit pas face aux optiques modernes, tout en ayant la possibilité d'avoir un caractère un petit peu plus entre guillemets vintage, à la fois en photo et en vidéo. Et niveau performance, l'autofocus marche vraiment très très bien. On n'a pas de stabilisation comme la plupart des optiques de ce gabarit là, donc tous les 50, 1.8, aucun n'a de stabilisation au final, et on s'emporte pas mal de ce côté là, et comme je vous l'ai dit, pour filmer, c'est vraiment une optique qui marche vraiment plutôt bien. Le focus breathing ne se voit pas beaucoup, donc en fait lorsqu'on a du focus qui est fait de manière assez lente, ou sur une portion qui va pas être très très élevée, on va pas voir de problème d'image distrayante, parce que ça se resserre. On peut le ressentir certaines fois, mais pas de manière assez évidente pour moi pour que ce soit un problème. Donc moi, je la recommande plutôt cette optique. Après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le fait que ce soit un 1.8. Ce qui est intéressant de constater, c'est que sur le marché, cette optique a beau être chère, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui font vraiment beaucoup mieux. Donc si vous voulez quelque chose qui coûte le même prix mais qui soit plus ouvert, je vous conseille d'aller vers Sigma et ses 50 mm f1.4, son 50 mm f1.4.
ça marchera très bien, mais il faut savoir que on se retrouve avec aussi des aberrations chromatiques et peut-être pas aussi contrôlables que ce qu'on a ici, mais on est sur une optique qui ouvre un petit peu plus, qui sera plus grosse, qui sera plus encombrante, qui sera plus grosse. Pourquoi je parle pas des optiques Sony? Parce que la plupart des optiques Sony elles valent quand même assez cher, hein, et avoir une optique qui, bon, moi je vous conseille toujours pour acheter cette optique. Pour moi, elle vaut un petit peu plus cher que ça aujourd'hui, enfin un peu moins cher que ça aujourd'hui. Attendez les promotions, mais elle reste, en termes de ce qu'elle peut faire au final, meilleure pour moi que les 52.5 et même le 51.8, comment dire, qui coûte 200 €. Alors certes, c'est un une très bonne façon de commencer en photo et en vidéo. Plus en photo, parce qu'en vidéo, le moteur, il peut pas suivre la cadence. L'optique est pas mauvaise en elle-même, hein, elle a certaines aberrations chromatiques qui sont un petit peu orange, en plus des vertes et violettes, ce qui est un petit peu étrange et ce qui est un peu moins facile à corriger, mais pour moi, le plus gros défaut, c'est que le moteur autofocus ne peut pas suivre. C'est pas un moteur moderne, contrairement à ce qu'on a là-dedans, qui a des performances totalement similaires à ce qu'on peut avoir sur des G ou G Master. Et donc voilà, l'optique reste totalement dans le coup au final, tout en ayant une plus-value que certaines autres optiques ne vont pas avoir au final. Et voilà, moi ça fait partie de mon kit Sony depuis un petit moment là-dedans. D'ailleurs j'ai que 3 optiques Sony, tellement elles sont bonnes et me suffisent au final. Et donc voilà, que dire de plus sur ce 55 mm f1.8. J'espère que j'ai rien oublié dans le test en termes de tout ce que j'ai testé au final avec l'optique, hein. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Et donc voilà, vous aurez beaucoup d'images, j'espère que j'arriverai à les faire rentrer dans si peu de vidéos. Et puis voilà, j'espère que les images sauront être aussi intéressantes que le discours. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour un nouveau test, un nouvel appareil photo que j'attends, ou d'autres optiques, notamment le 1435 Canon que j'étais en train de tester en même temps que ce 55 mm f1.8.